Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le jeudi 25 septembre 2025, c'est notre bulletin numéro 257 et nous sommes toujours à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir en description comment vous pouvez nous aider sur Tipeee, Patreon, Paypal, le canal Telegram payant. Vous pouvez également aller voir dans la page des auto-éditeurs, vous procurez pourquoi pas le livre noir de la gauche française, Ukraine, pourquoi la France s'est trompée, ou tous les autres auteurs qui sont en auto-éditeur. Et puis également voir un peu notre boutique, ce que vous pouvez vous procurer. Il y a ces fameux mugs Stratpol. Et puis là, on vient d'en sortir de nouveau. Donc, je suis Charlie. Et également, bien sûr, courage, on les aura avec Vladimir Poutine qui nous a généreusement prêté son image. Voilà, c'est aussi un moyen de nous aider, même si pour l'instant, on ne gagne quasiment rien dessus. Je sais qu'ils sont chers, mais on n'a pas trouvé d'autres solutions. D'ailleurs, si en description de cette vidéo, vous en avez, c'est-à-dire une société qui est capable d'imprimer les t-shirts, les mugs, et ensuite de les envoyer à ceux qui les ont acquis, qui les ont payés, je suis preneur. Aujourd'hui, le distributeur qu'on a est hors de prix. Et sinon, vous pouvez bien sûr vous inscrire à Géopolitique Profonde, vous abonner à Géopolitique Profonde. Le mois de septembre qui finit bientôt est celui où j'ai écrit cet article sur le MH17, mais il n'y a pas que moi, il y a tous les autres auteurs que nous apprécions sur Stratpol, comme Sylvain Ferreira, comme Laurent Ozon, etc. etc. Pierre-Antoine Plaquevent également, mon ami Pierre-Antoine Plaquevent. Voilà, ne manquez ça sous aucun prétexte. Économie maintenant, quelques nouvelles de l'économie russe qui vont plutôt dans le bon sens, notamment l'annonce qui a été faite par le ministre des Finances, donc Siluanov, que le budget de 2026, le taux qui était prévu, était autour de 12 et 13%. Le taux directeur de la Banque centrale, on a été, nous, très critiques ces derniers mois sur le taux trop élevé qui avait été fixé par Madame Nabiullina, qui a créé de gros problèmes dans l'économie russe. En gros, depuis le Forum économique de Saint-Pétersbourg, on a compris que les acteurs économiques mettaient la pression sur la Banque centrale, il faut le dire aussi, sur le gouvernement russe et Vladimir Poutine, pour que les taux deviennent raisonnables, qu'ils ne paralysent pas l'économie comme ils le font actuellement. On vient de passer donc à 17%, c'est pas suffisant, et on sait que les acteurs économiques, les ETI, les PME, souhaitent au moins un taux à 12%. Donc visiblement, en 2026, c'est ce vers quoi on va, ce qui devrait permettre à l'économie russe de sortir de cette impasse dans laquelle la Banque centrale l'a plongée. Parallèlement à ça, normalement, une augmentation de la TVA devrait être votée et mise en place à partir de janvier 2026. Alors ça arrive dans une circonstance particulière. Il y a bien sûr le fait qu'il faut financer l'effort militaire face à l'OTAN, mais aussi du fait que, et ça a été également annoncé par les autorités russes, de baisser la dépendance aux hydrocarbures. Comme je l'avais souvent dit, il y a un moyen mnémotechnique assez facile de se souvenir du niveau de dépendance selon les domaines de l'économie russe par rapport aux hydrocarbures. C'est 15% du PIB, plus ou moins de 3%, 30% du budget, plus ou moins de 3%, et 45% des exportations. Voilà. Donc là, il s'agit de faire baisser la part en fait dans le budget, et le but visé, c'est 78% donc du budget qui devrait être financé hors du commerce des hydrocarbures. Donc c'est-à-dire qu'a priori, le seuil à partir duquel quand les revenus des hydrocarbures sont trop élevés, eh bien on les envoie dans le fonds du bien-être national, va baisser. C'est pour forcer en fait le gouvernement russe à compter de moins en moins sur la manne des hydrocarbures. C'est une excellente chose. Comme vous le voyez, les taux directeurs de la Banque centrale sont encore élevés, on est à 17%, donc n'hésitez pas à venir voir en Russie ce que vous pouvez y faire. Pourquoi pas vous ouvrir un compte en banque, placer de l'argent. Allez voir en description de cette vidéo comment est-ce qu'on peut vous y aider. On a toute une gamme de services à vous proposer dans le cadre de Divergence Services. Et l'on reparle du gaz liquéfié russe. Donc les dernières nouvelles que nous avons confirment ce que nous imaginions, c'est-à-dire que Pékin a définitivement envoyé balader les sanctions contre Arctic LNG, donc le projet jumeau de Yamal LNG dans l'Arctique, puisque les méthaniers qui avaient livré leur cargaison en Chine sont de retour au port et font de nouveau le plein pour repartir vers la Chine. Donc on est parti sur quelque chose de régulier, je dirais de définitif. On est entre 6 ou 7 livraisons par mois, c'est-à-dire que c'est toute la première ligne du projet qui est mise à contribution, sachant qu'il y a d'autres lignes et dont on s'imagine qu'au fur et à mesure que ce commerce va se développer,
Et ces lignes vont être mises en service. Donc c'est une excellente nouvelle. C'était une des rares sanctions posées par Washington qui avait fonctionné. On en avait parlé, c'est-à-dire que eh bien, les méthaniers russes ne trouvaient pas où décharger leur gaz liquéfié. Voilà, chose faite. À côté de ça, donc toujours dans le cadre de la route maritime du Nord, eh bien, on a effectivement, on avait parlé la dernière fois, on a un cargo chinois pour la première fois qui part vers un port anglais pour livrer ces containers. Hein. Cette accélération donc, de l'utilisation dans ce sens-là, la route maritime du Nord, de l'Asie vers l'Europe, avait été rendue nécessaire par la fermeture de la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Alors cette frontière vient d'être réouverte. Visiblement, les Polonais ne sont pas aussi suicidaires que les Français et les Finlandais et ont décidé de ne pas non plus se tirer trop de balles trop souvent dans le genou. Puisqu'on parle des Français d'ailleurs, ça y est, la France est devenue le premier pays importateur de gaz liquéfié russe et elle ne peut rien y faire parce qu'encore une fois, il y a l'offre et la demande. Alors évidemment, dans un pays socialiste comme la France, c'est pas très, ça n'a peu d'influence, mais en fait, il y a une demande de gaz mondiale, de gaz liquéfié, et il y a une offre mondiale de gaz dans laquelle la Russie joue un rôle extrêmement important. Donc on ne peut pas comme ça annuler tout d'un coup des commandes de gaz liquéfié à la Russie parce qu'il n'y a personne pour en livrer d'autres. Ou alors à des prix monstrueux. Et c'est ce qui, encore une fois, si nous revenons sur ce qu'a proposé Donald Trump sait que ce qu'il demande aux Européens est absolument irréalisable. D'ailleurs, la Hongrie, qui est pourtant l'allié de Donald Trump, avec Viktor Orban, son ministre des Affaires étrangères, Szijjártó, a dit qu'il en est hors de question, parce que de toute manière, les infrastructures hongroises ne peuvent utiliser que du gaz, donc le gaz russe qui passe par Turkish Stream, et du pétrole, le pétrole qui arrive par l'Ukraine. On l'a dit, c'est pareil pour la Slovaquie. Donc ça, c'est la dictature du réel, et Trump sait parfaitement ce qu'il fait à ce sujet-là. Les États-Unis et Donald Trump aussi ont donc échoué à imposer des taxes ou des sanctions pour empêcher l'Inde ou la Chine ou pourquoi pas le Brésil d'acheter des hydrocarbures russes. En revanche, il a fini par trouver eh bien, une solution, un compromis avec la Chine. On en parle beaucoup, notamment dans le cadre du rachat de TikTok. Et ça confirme encore une fois ce que Vladimir Poutine essayait d'expliquer à Tucker Carlson, si vous vous souvenez, lors de son interview. La forme des relations internationales pour la Chine, c'est la voie médiane, c'est-à-dire de trouver un compromis qui peut même lui être partiellement défavorable, plutôt qu'une bonne guerre, dirons-nous. Et là, finalement, c'est ce qui est en train de se passer, parce que la Chine eh bien, est plus forte que les États-Unis, il faut le dire, parce qu'elle a su tenir tête, et que, alors que du côté de l'Union européenne, on voit cet aplaventrisme exercé par Van der Leyen, Emmanuel Macron, Friedrich Merz, et on voit que bien en Asie, les pays résistent, et en Amérique du Sud, un pays comme le Brésil résiste, et finalement c'est eux qui remportent la victoire. Donc c'est une bonne nouvelle pour la Chine et les États-Unis. Encore une fois, tant pis pour les pays d'Europe. Et dernière nouvelle concernant l'énergie nucléaire, l'Iran a accepté la proposition russe de construire jusqu'à 8 nouveaux réacteurs nucléaires, précisément en Iran, notamment les formats plus petits des réacteurs nucléaires. En ce moment se tient à Moscou le Forum international sur l'énergie nucléaire. Alors on en parlera la semaine prochaine puisqu'il ne fait que commencer. Politico-stratégique maintenant, et d'abord la Moldavie. Alors selon les services secrets extérieurs russes, le SVR, l'équivalent de notre DGSE en France, eh bien les Européens s'apprêteraient à potentiellement occuper militairement la Moldavie. Pourquoi ? Parce que le 28 septembre, il y a des élections. Donc on se souvient que les dernières élections, qui étaient des élections législatives, ont été truquées, notamment par les votes de la diaspora. Donc aujourd'hui, comme je l'ai plusieurs fois expliqué, l'Europe de l'Est, finalement, c'est la nouvelle Afrique pour les pays d'Europe de l'Ouest, notamment pour la France, qui s'est fait jeter dehors d'Afrique et qui essayait de retrouver un espace colonial, donc en Moldavie, en Roumanie, donc succession d'élections truquées, de coups d'État. Et c'est devenu d'autant plus important que la Moldavie, comme la Roumanie, joue un rôle essentiel dans la guerre que Bruxelles et Washington mènent contre la Russie sur le territoire ukrainien. Donc à suivre donc, il est vraisemblable qu'effectivement on ait encore droit à des élections truquées par la diaspora, pourquoi pas par une cour constitutionnelle qui enverra un des responsables politiques de l'opposition en prison. Le pire, malheureusement pour les Moldaves comme pour les Roumains, est à venir. Le grand événement politico-stratégique de la semaine, c'était évidemment l'Assemblée générale des Nations Unies, dans laquelle plusieurs grands leaders sont intervenus. Donald Trump a pris la parole, Emmanuel Macron a pris la parole pour reconnaître la Palestine, enfin, et également d'autres personnes un peu moins connues, malheureusement, comme le président Diomaye Faye, le
président sénégalais, qui a fait un discours qui tenait particulièrement la route, à part les superstitions sur le réchauffement climatique. Donc sinon, c'était tout à fait intéressant. Donc tout le monde a retenu la sortie de Donald Trump, donc pendant son discours, mais surtout de ce qu'il a dit après lors des rencontres qu'il a eues avec Emmanuel Macron et avec le chef du régime de Kiev, Zelensky. Il a balancé donc des idées comme ça dans tous les sens. Ça n'a pas grande importance. L'important, encore une fois, c'est pas ce que dit Trump, c'est ce qu'il fait. Et il ne donne plus d'armes à l'Ukraine, sauf si les Européens les payent. Il ne finance plus l'État ukrainien. Donc en fait, il abandonne l'Ukraine à elle-même, que ce soit dans ses déclarations orales ou sur son média social Truth. À la fin, il leur souhaite bonne chance. Il souhaite bonne chance aux Européens, aux Kieviens, pour récupérer la totalité des territoires de Kiev, y compris la Crimée. A priori, il en est question. Good luck. Voilà. Donc effectivement, c'est du Trump. Ça ne sert à rien de commenter éternellement ce que dit Donald Trump. La seule chose qui pour nous est intéressante, c'est de voir ce qu'il fait. Or, ce qu'il fait, c'était le scénario que nous avions annoncé avant même son élection. C'est-à-dire qu'il y avait un scénario idéal qui était peu probable, c'est-à-dire qu'il se retire complètement du dossier ukrainien et cesse de livrer des armes. Mais il y avait toujours, et ça aussi c'était un scénario que nous avions un peu privilégié, c'est-à-dire qu'il se retire, mais il continue à livrer des armes qui vont être payées. Alors pas par l'Ukraine évidemment qui n'a pas l'argent, donc c'est-à-dire par Nicolas, Helmut et Giuseppe. Et ça c'est quelque chose que les Français doivent bien se mettre dans la tête. Si par hasard il y a encore une dissolution du Parlement français, il faudra bien savoir si le RN, la France Insoumise et le parti de Macron, qui sont les trois grands partis, qui sont tous des partis de gauche d'ailleurs, valident ou pas le financement par Nicolas de la guerre en Ukraine. Ça c'est quelque chose qui compte et qui devra motiver le vote des Français. Par rapport à ce dossier, je note au passage que une certaine presse britannique, notamment The Telegraph et le Financial Times, a une vision très réaliste des dernières déclarations de Trump. Et ce qui est assez original, puisque les deux journaux que je viens de citer ne sont loin d'être pro-russes, mais ils considèrent que finalement, Trump, la seule chose que l'on peut déduire de ce qu'il a dit à Zelensky, de ce qu'il a dit à Macron, c'est qu'il se désengage. Et ce que j'ai bien aimé dans le Financial Times, c'est la citation d'un certain Carlo Massala, donc qui est professeur des affaires internationales à l'université de Munich de la Bundeswehr. Il explique que Trump veut éviter qu'après 9 mois au pouvoir, cette guerre devienne sa guerre à lui aussi. Et nous, c'est exactement ce que nous avions dit. Je pense que de toute manière, pour Donald Trump, il est trop tard. Même s'il se désengage, il avait en gros 6 mois pour clore l'affaire ukrainienne et passer à autre chose. Il a été incapable de le faire. Donc la défaite de l'Ukraine et de l'OTAN, même si elle sera majoritairement celle, évidemment, de Kiev et de Bruxelles et des pays européens comme la France, l'Allemagne ou l'Italie ou l'Angleterre, sera aussi celle de Donald Trump, de l'Amérique de Donald Trump. C'est de sa faute. Alors c'est très compliqué, c'est comme régler le problème avec Israël. Visiblement, comme le dit très bien Youssef Indy, il n'a pas toutes les cartes pour jouer. Mais sur l'Ukraine, c'était quand même relativement facile. Le lobby ukrainien aux États-Unis n'est pas le lobby pro-israélien. Donc c'est très dommage, mais c'est comme ça. Et donc j'étais assez content de retrouver dans le Financial Times l'analyse que j'avais faite en ce qui me concerne depuis le début. Zelensky et son équipe ont évidemment sauté sur l'occasion pour expliquer que ça y est, désormais Trump faisait plus confiance à Zelensky qu'à Vladimir Poutine, enfin toute une série de proclamations absolument stupides. Et Zelensky a ajouté qu'il espérait bientôt avoir des armes américaines de longue portée et qu'il pourrait les utiliser dans la profondeur du territoire russe. La question évidemment que tout le monde se pose, c'est quelles armes à longue portée est-ce que les Américains se mettraient à livrer? La version terrestre, qui est d'ailleurs toute récente, des Tomahawk, on est quand même peu à l'imaginer, donc on est encore une fois plutôt dans du marketing. Mais il faut quand même souligner qu'un des conseillers de Zelensky, un des plus agressifs, donc Podolyak, a déclaré lui-même qu'il fallait quand même attendre de voir ce que ça donne concrètement sur le terrain et dans l'aide militaire. Or, pour l'instant, encore une fois, à part good luck, c'est-à-dire bonne chance, Donald Trump n'a rien donné aux Européens contre la Russie. Et c'est d'ailleurs ce que constate sur son compte X Donald Tusk, le Premier ministre polonais, c'est-à-dire qu'en fait, il faut arrêter de se bercer d'illusions. Ce que signifient les paroles de Donald Trump, c'est qu'il se désengage du conflit ukrainien.
Que fait le Kremlin de son côté? Je dirais comme d'habitude depuis le début avec Donald Trump, ils temporisent et ils font comme vous et moi, c'est-à-dire ils attendent de regarder concrètement ce que va faire Donald Trump. D'ailleurs, dans le cadre des Nations Unies, donc de l'Assemblée Générale, il y a eu une rencontre qui a duré 50 minutes entre Marco Rubio, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères américain donc, et Sergei Lavrov, son homologue russe. Et là, comme c'est professionnel, il n'y a pas de déclaration. Encore une fois, la diplomatie doit être au moins discrète, si ce n'est secrète. Et c'est ça qui est important. Autre chose que je voulais souligner, dans la presse occidentale et notamment française, on essaie souvent de nous faire croire que Vladimir Poutine répond à Donald Trump, répond à Emmanuel Macron, etc. Vladimir Poutine, c'est son principe de fonctionnement, ne descend jamais au niveau de ses interlocuteurs lorsqu'il est trop bas. Ce qui est le cas en ce moment avec Donald Trump. Donc c'est jamais Vladimir Poutine qui répond à Donald Trump lorsqu'il part dans ses extravagances. Et là, on a eu le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. On a eu également de facto Sergei Lavrov, et encore avec beaucoup de distance, et Dmitri Medvedev qui occupe une position qui est annexe en fait par rapport au Kremlin. Il est président adjoint du Conseil de sécurité nationale, voilà, c'est pas rien, mais évidemment que son avis compte beaucoup moins que celui par exemple de Peskov, qui est le porte-parole du Kremlin, que celui du porte-parole du ministère des Affaires étrangères ou de Sergei Lavrov. Et l'on voit là, encore une fois, Vladimir Poutine non seulement être en retrait, mais lui proposer quelque chose. Et c'est ce qu'il n'a pas manqué de faire cette semaine, puisqu'il a proposé une prolongation du traité New START sur la limitation des armes nucléaires. Donc ce traité est l'héritage un peu de tous les traités de limitation de la prolifération nucléaire entre les deux grandes puissances à l'époque de la guerre froide, et puis encore dans les années 90, et finalement en 2021, Joe Biden l'avait prolongé avec Vladimir Poutine, et là il arrive à expiration au début de l'année prochaine, en janvier 2026 je crois, et Vladimir Poutine propose de le reconduire d'un an pour permettre aux États-Unis et à la Russie de trouver un accord sur ces armements-là. Et là, on voit la marque de fabrique de Vladimir Poutine. Non seulement Vladimir Poutine ne répond pas à chaud aux déclarations de Donald Trump ou de Zelensky ou d'Emmanuel Macron, mais en plus, il est force de proposition, ce qui fait de lui un interlocuteur choyé par l'Inde, par la Chine, par tous les pays qui ont une véritable diplomatie, une diplomatie sérieuse. Dernière nouvelle politico-stratégique, c'est la déclaration du nouveau président de Corée du Sud qui a déclaré que la Corée du Sud ne mettrait pas de sanctions supplémentaires contre la Russie. D'ailleurs, sous-entendant non seulement contre la Russie, mais également des sanctions secondaires contre l'Inde, la Chine, etc., etc. Donc, malgré la pression qui est forte sur des pays comme le Japon ou la Corée du Sud, il y a une présence militaire de plusieurs dizaines de milliers d'hommes dans ces pays. Donc, la présence américaine, elle n'est pas anecdotique, elle coûte cher d'ailleurs, et en plus, a priori, Donald Trump veut augmenter le coût de cette occupation. Ce qui est intéressant, c'est que la Corée du Sud, finalement, suit le parcours qu'a suivi la Slovaquie, avec un changement de gouvernement pendant l'opération militaire spéciale, et qui fait que tout d'un coup, les nouvelles autorités privilégient l'intérêt national de la Corée du Sud, de la Slovaquie et du peuple sud-coréen ou du peuple slovaque. C'est ce qui aurait dû arriver en Roumanie s'il n'y avait pas eu le coup d'État contre Georgescu. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que la Corée du Sud a conscience qu'elle a payé très cher ses livraisons d'obus de 155 mm aux États-Unis, ce qui ont permis aux États-Unis de donner ces obus de 155 mm à l'Ukraine, puisque officiellement la Corée du Sud n'a pas le droit de livrer des munitions à un pays en guerre. Donc ça aussi, ça avait coûté très cher, puisque à partir de ce moment-là, les Russes se sont encore plus rapprochés de la Corée du Nord, et que pour finir, il y a une coopération militaire comme il n'y en a jamais eu, avec un partage d'expérience, et Dieu sait que l'armée russe aujourd'hui est la première du monde, la plus efficace. Donc aujourd'hui, les Sud-Coréens sont de leur côté, et ils voient que l'armée nord-coréenne a fait un saut qualitatif tout à fait significatif. Donc voilà, réalisme de la part des nouvelles autorités sud-coréennes. Ce qu'on observe aussi également avec le Japon. Le Japon, encore une fois, ne prend aucune sanction énergétique contre la Russie, et Mitsubishi est toujours présent à Sakhalin, et il y a d'autres projets qui vont être mis en œuvre, et vous allez voir que finalement sur Sakhalin 3 vous allez avoir arrivé Exxon, vous allez avoir arrivé des compagnies pétrolières américaines. C'est comme ça s'appelle le monde réel, c'est ça d'être dirigé par des nationalistes en fait, qui ne servent qu'une seule idéologie, c'est celle des intérêts de la France et des Français, des Sud-Coréens et de la Corée du Sud. Armement maintenant, et je voulais m'incliner devant la réussite technologique, encore une, de la Chine, puisque la Chine a réussi ses premiers lancements d'avions à partir de porte-avions et par un système de catapultage électromagnétique, sur le modèle de ce que font également les Américains. Alors, en plus, il faut savoir qu'il y a 3 pays
au monde qui ont des porte-avions avec système de catapultage, ce qui permet de faire décoller l'avion à pleine charge. C'était les États-Unis, d'ailleurs, ils nous ont installé leur système sur notre porte-avions Charles de Gaulle, alors qui est un système de catapultage à vapeur, je crois, mais qui, eux, dans leur nouvelle génération de porte-avions, vont avoir ces catapultes magnétiques, et c'est ce qu'ont également réussi à faire, a priori, les Chinois. Donc chapeau, passer comme ça de rien à un système de catapultage de ce type-là, c'est tout à fait remarquable, et de toute manière, du côté chinois, plus rien ne nous étonne. Empire du mensonge maintenant, vous avez été plusieurs à me demander en commentaire qu'est-ce qu'il en était des soi-disant dizaines de milliers d'enfants que les Russes auraient enlevés. C'est les accusations qui ont été portées par le Kiev, qui ont été reprises à plusieurs occasions, notamment par Emmanuel Macron. Donc en fait, l'affaire, elle est terminée. Lors des échanges qu'il y a eu il y a 6 mois à Istanbul, entre les délégations russes et les délégations ukrainiennes, les Ukrainiens ont remis une liste de 339 enfants. Ce sont ces seuls 339 enfants qui ont disparu côté ukrainien. Les Russes se sont immédiatement mis à les chercher, ce qu'ils faisaient d'ailleurs depuis le début. Simplement, on n'entend pas parler, mais par exemple, les Émirats Arabes Unis, grâce à eux, il y a eu plusieurs familles qui ont pu être réunies dans la mesure, effectivement, au moment notamment où les Russes se sont retirés de Kherson, de la région de Kharkov, il y a eu des enfants qui ont été séparés. On a connu ça, nous également, pendant la débâcle en 1940. Pour la petite histoire, c'était la mission de mon grand-père maternel, c'était de récupérer ces enfants qui étaient sur les routes sans parents et de les loger jusqu'à ce qu'on retrouve leur famille. Voilà pour la petite histoire. Et donc tout ce qu'on vous raconte sur des dizaines de milliers d'enfants, c'est du grand n'importe quoi. Simplement, ce qui ne plaît pas aux Kieviens, c'est qu'au fur et à mesure que la Russie avance et libère les territoires, bien évidemment, les enfants, mais qui ne sont pas des enfants abandonnés, ils sont tous au sein de leur famille. Encore une fois, l'Ukraine a remis le nom de 339 enfants, dont certains qui sont devenus des adultes depuis. Et les Russes, d'ailleurs, au fur et à mesure, fournissent les dossiers, etc. etc. Donc effectivement, ces enfants et leurs familles profitent de l'école russe et ne vont plus apprendre que Stepan Bandera est un héros, quelqu'un de fantastique et de très gentil, ou Shushkevich, ou tous ces collaborateurs de l'Allemagne nazie, évidemment, ne sont plus des héros, alors qu'ils le sont encore dans l'Ukraine kievienne. Donc la question sur les enfants, elle est définitivement réglée, puisque Kiev a remis la liste de ceux qu'elle souhaitait retrouver. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que Kiev, avec cette liste de 339 enfants, s'est piégé de la même manière qu'ils se sont piégés sur le faux massacre de Boutcha, puisque depuis 3 ans bientôt et demi, les Russes demandent la liste des morts de Boutcha. Ils l'ont demandé au secrétaire général des Nations Unies, qui est incapable de leur donner. Personne ne sait qui est mort à Boutcha. Pourquoi est-ce que les Kieviens le cachent ? Voilà. Donc là, c'est exactement la même chose. L'empire du mensonge s'effondre face à la vérité systématiquement. Et dernier point que je voulais souligner sur cette affaire, c'est que c'est le discrédit de la Cour pénale internationale. Puisque la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt, souvenez-vous, vis-à-vis de Vladimir Poutine, sous le prétexte de ces milliers d'enfants qui ont été enlevés, sans avoir reçu aucune preuve du côté kievien qu'il y avait eu ces disparitions. Et là, alors que la liste de 339 a été fournie par Kiev, la moindre des choses pour la Cour pénale internationale serait d'annuler les poursuites contre Vladimir Poutine, mais comme on le voit, c'est un instrument politisé. C'est pour ça d'ailleurs je pense que la France doit sortir également de la Cour pénale internationale, même si, pour être parfaitement honnête, j'étais bien content de les voir émettre un mandat d'arrêt contre ce criminel de guerre de Benyamin Netanyahou. Mais il ne faut pas être naïf et rester sur une position de principe. La justice internationale est forcément instrumentalisée par l'une ou l'autre des parties. Et tout de suite, le moment bunker. Das war ein Befehl! Et là, le moment bunker, bien évidemment, c'est Donald Trump pour ce qu'il a dit, écoutons-le. Le président américain est même allé jusqu'à qualifier la Russie de tigre de papier. Il regrette d'avoir échoué à résoudre cette guerre. Well, the biggest progress is that the Russian economy is terrible right now. It's, as you know, it's crashing. And that, frankly, Ukraine is doing a very good job of stopping this very large army. Donc il est quand même assez gonflé, c'est qu'il reproche à la Russie de ne pas avoir gagné contre l'Ukraine en une semaine, en laissant entendre que si c'était les États-Unis qui avaient fait la guerre, ils auraient gagné en une semaine. Alors on l'avait rappelé la dernière fois, les Américains ont dépensé plus de 2000 milliards de dollars pendant 20 ans, c'est-à-dire 310 ou 15 millions de dollars par jour en Afghanistan, pour se prendre une raclée et partir une main devant et une main derrière. Donc donner des leçons de victoire militaire à la Russie, qui de toute manière est en train de gagner la guerre en Ukraine,
c'est quand même assez gonflé. Et en ce qui concerne l'économie, c'est pareil. Il faudrait mieux que Donald Trump balaye devant sa porte avec l'explosion de la dette américaine, la perte de confiance dans le dollar, la désindustrialisation, alors que, alors que la Russie, elle, suit un chemin tout à fait inverse. Voilà, on aime bien Donald Trump, il nous fait bien rigoler de temps en temps, mais là, il était clairement coincé dans son bunker avec des gens qui n'en sortent pas non plus très souvent, comme Emmanuel Macron ou Volodymyr Zelensky. Et cette semaine, nous avons encore un moment grand architecte. Le grand architecte m'interpelle. Il est la balance qui pèse mes actes et les juge. Les drones ukrainiens, dont le niveau de sophistication atteint des degrés très importants, réussit à attaquer en moyenne une dizaine ou une quinzaine de raffineries, de bases militaires et de systèmes antiaériens et aériens russes tous les jours. À tel point d'ailleurs que la Russie a demandé à la Turquie de lui revendre un S-400, c'est-à-dire un système antimissile très sophistiqué qu'elle lui avait vendu, parce qu'ils sont en train de ne plus en avoir. Donc là, le grand architecte, par l'intermédiaire d'Alain Bauer, nous sort un énorme bobard, puisque déjà, il n'y a eu aucune perte documentée sérieusement de S-400. Voilà. Tout ce qui avait été montré au début du conflit, c'était soit des jeux vidéo, le départ de la fusée ne correspondait pas à un départ de S-400, c'était du grand n'importe quoi. Donc officiellement, personne ne peut prouver qu'il y a eu une perte de S-400. Et les Russes n'ont pas besoin de plus de S-400 qu'ils en ont maintenant, parce que Kiev ne dispose pas de vecteurs susceptibles d'être abattus par les S-400. C'est-à-dire des missiles balistiques, c'est-à-dire des avions. Leurs avions restent très très loin, ils décollent, ils tirent les missiles Scalp, Storm Shadow, et puis ils atterrissent tout de suite pour ne pas se faire détruire par la DCA russe ou par l'aviation russe. Je rappelle que les Russes ont un missile, le R-37M, qui peut taper jusqu'à 300 km. Donc il n'y a pas d'équivalent dans l'OTAN, en tout cas pour l'instant. 300 et 400 km, on n'est pas certain de la portée, mais elle est au moins de 300 km. Mais aujourd'hui, Kiev ne dispose d'aucun système qui pourrait être abattu par les S-400. Les systèmes qui sont utilisés par Kiev sont plutôt des cibles pour du Pantsir, pour peut-être des Buk, mais donc un échelon bien inférieur au S-400 et même au S-300. Et on le voit d'ailleurs, on a montré plusieurs images, les drones qui sont envoyés, les loutnés qui sont envoyés au ras du sol, ils finissent par être abattus par des canons. Parce que ça n'aurait aucun sens de tirer un Buk ou un S-400 là-dessus. Et alors vous allez me dire, mais où le grand architecte est allé chercher une histoire pareille? En fait, c'est un journal écrit par un obscur, soi-disant spécialiste américain, donc dans National Interest, qui émet une hypothèse sans qu'il n'y ait aucune preuve qui soit donnée, que peut-être que les Turcs seraient intéressés de revendre les S-400, comme ça ils pourraient de nouveau acheter des F-35 américains. Je rappelle, quand les Turcs ont acheté des S-400 à la Russie, immédiatement, Washington a dit dans ce cas, vous n'aurez pas le droit au F-35. Pourquoi? J'imagine que c'est la peur que la signature radar du F-35 puisse être analysée et exploitée par les radars russes. Et je pense aussi que les Américains n'ont pas envie qu'on découvre que le F-35 est à peine plus furtif qu'un B-52. Voilà, à mon avis, une des explications. Et ce à quoi on peut rajouter que les Turcs étaient bien contents de sortir du programme F-35. Acheter du F-35, c'est purement politique, c'est pour faire plaisir aux États-Unis. Et l'armée turque, elle a besoin d'avions qui volent vraiment, qui soient vraiment efficaces. Alors aujourd'hui, il n'y a pas 36 solutions. Il y a le Rafale, mais bon, le Rafale, c'est pour les Grecs. Il y a des Sukhoi ou des MiG russes. Pourquoi pas? Et puis, il y a la nouvelle génération chinoise, mais qui, pour l'instant, n'a pas fait ses preuves. Il y a toujours le problème de la motorisation. C'est quelque chose de très compliqué. Voilà. Donc, c'est plutôt vers ça que devraient se tourner les Turcs, plutôt que d'essayer de revenir dans le programme du S-35, qui serait, pour l'armée de l'air turque, une véritable catastrophe, comme elle l'est pour toutes les armées de l'OTAN, qui ont eu le malheur de se doter de ce cercueil volant. Voilà, Alain Bauer répète ce que lui dit le grand architecte, qui lui-même va chercher ses informations dans la presse américaine. C'est pas très sérieux. Considération militaire générale maintenant, et évidemment, comme vous l'avez vu sur notre vignette, le danger aujourd'hui, il est en mer Baltique. Alors, j'avais malheureusement raison, j'avais dit déjà il y a plusieurs mois, il y a même, je pense, plus d'un an, que, étant donné l'activité et l'agressivité des pays riverains de la mer Baltique, notamment les pays baltes, la Pologne, mais désormais on a également la Suède et la Finlande, eh bien, c'était dans cette zone que le plus grand risque d'escalade existait. Et c'était notamment le cas dans cette volonté qu'ont les riverains d'empêcher les bateaux
chargés de pétrole russe d'aller exporter leur cargaison en Inde et en Chine. Donc il y a eu plusieurs moments de tension, notamment un patrouilleur estonien avait essayé d'arraisonner un tanker transportant du pétrole russe et évidemment il en avait été dissuadé. C'était précisément par un Sukhoi 35. Donc c'est une des premières raisons pour lesquelles il y a des tensions en mer Baltique, c'est que les Européens ne savent pas quoi faire pour empêcher les Russes de livrer leur pétrole. Et il y a désormais une nouvelle raison de tension, donc on en a parlé la semaine dernière, ça a commencé par les drones qui ont été envoyés vraisemblablement par Kiev avec la complicité de la Pologne sur le territoire polonais, alors des drones sans charge explosive, ça a été confirmé par la partie polonaise, on a même découvert finalement que la maison qui avait été abîmée, elle avait été par un missile tiré, figurez-vous, par un F-35 polonais. Donc ça, c'était la première provocation ukraino-polonaise. La seconde provocation, cette fois, c'est de nouveau l'Estonie, donc qui a accusé 3 MiG-31 d'avoir survolé son espace aérien. Alors, il faut voir, là, je vous renvoie un peu sur tout ce qui a été dit. Même sur LCI, il y a eu Paul Améros qui n'a pas été trop mauvais, et surtout à Téchouet, je vous envoie sur sa vidéo. Ses explications étaient très bonnes, évidemment que déjà le couloir est extrêmement étroit. Ce survol du territoire, qui d'ailleurs a été nié par la partie russe, n'a sans doute jamais eu lieu. C'est une provocation faite une fois de plus par un anneau État-balte agressif, l'Estonie, et c'est une volonté de, encore une fois, faire monter la tension sur la Baltique. Et à cette deuxième provocation s'est ajoutée une troisième provocation, c'est-à-dire le survol de drones sur les aéroports de Copenhague et d'Oslo. Et a priori, il y a encore eu un survol de drone ce matin ou cette nuit, donc la nuit de mercredi à jeudi, au-dessus de Copenhague. Donc qui a envoyé ces drones ? Eh bien, tout le monde a commencé immédiatement à accuser la Russie. Ça n'a absolument aucun sens. Pourquoi est-ce que la Russie ferait ce genre de choses ? Pourquoi est-ce que la Russie ferait ce genre de manœuvre qui donnerait une excuse à l'OTAN pour intervenir directement contre la Russie ? Évidemment que ça n'a absolument aucun sens. En revanche, malheureusement, ce que je disais est toujours vrai, c'est-à-dire que la mer Noire n'est pas un problème pour la Russie. La Russie contrôle la mer Noire. En réalité, on va le voir, les tentatives de drones d'aujourd'hui, à part tuer des civils, finalement, n'ont aucun résultat sur les côtes russes, ni sur la flotte russe. En revanche, la flotte russe contrôle le détroit du Danube et pulvérise régulièrement les installations dans le port d'Odessa. Donc là, on peut dire que dans un certain sens, la mer Noire est neutralisée. En revanche, la Baltique, là, il y a beaucoup plus de tensions. Et c'est là, avec ces pays, encore une fois, des pays aussi responsables que la Pologne et les 3 États baltes, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. On essaie sur Stratpol, comme sur les autres médias, d'essayer d'évaluer le volume de soldats dans les armées ukrainiennes et otaniennes et russes, les pertes également. En ce qui concerne le nombre de soldats russes présents sur la ligne de front, selon Vladimir Poutine, il s'agit de 700 000 hommes. Donc je pense qu'on peut faire confiance à ce chiffre. À la fin de l'année dernière, il avait annoncé, je crois, quelque chose comme un peu plus de 600 000 hommes. Ça veut dire que le recrutement continue à se faire et que petit à petit, une fois formée, l'armée déployée sur le front augmente en volume. Je rappelle que la totalité de l'armée russe, c'est 1 500 000 hommes. Ça, c'est une première chose. Et je reviens sur une autre information que j'avais donnée dans le dernier bulletin, si je me souviens bien. Ça, c'était une déclaration de Syrski qui expliquait que les Otano-Kieviens étaient entre 2 à 3 fois moins nombreux que les Russes. Donc, ça veut dire que l'armée ukrainienne serait autour de 250-350 000 hommes. Et dans ce cas, évidemment, une fois de plus, ma question, où sont passés les 1 million de soldats ukrainiens qui étaient annoncés à l'été 2022 ? Le même chiffre avait été sorti à l'été 2023 et on sait que tous les mois, il y a des milliers d'Ukrainiens, alors maintenant c'est plutôt du kidnapping que de la mobilisation, mais qui sont envoyés sur le front. Donc comment est-il possible que les Ukrainiens soient 2 à 3 fois moins nombreux que les Russes qui ont 700 000 hommes alors qu'ils nous ont annoncé une armée d'1 million d'hommes ? Je pose la question, je vous laisse deviner la réponse. Dernière considération militaire générale, et nous allons vers l'Iran, puisque le chef du renseignement iranien, Khatib, a publié à la télé iranienne des tas d'informations sur 189 spécialistes militaires nucléaires israéliens qui ont été identifiés par les services secrets iraniens. Non seulement, bien sûr, des spécialistes, mais également des installations à double destination, civile ou militaire. Donc, ce qui est intéressant,
quand on voit ça, moi je suis pas spécialiste de l'Iran ou d'Israël, par exemple. On va plutôt voir des gens comme Youssef Indy. Mais ce qui est intéressant, c'est que les Iraniens n'ont pas utilisé ces informations pour entraîner une vague d'assassinats contre ces ingénieurs nucléaires. Ce qu'a fait le Mossad à plusieurs reprises, et en plus, s'en est vanté. Donc on voit qu'on a quand même une approche qui est totalement différente. L'Iran cherche avant tout à dissuader, et c'est d'autant plus important cette approche qu'à côté de ça, vous avez le président iranien qui a pris la parole dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations unies et qui a répété de manière extrêmement claire que jamais l'Iran n'avait cherché et ne chercherait à obtenir l'arme nucléaire. Donc là aussi, on voit bien deux approches totalement différentes. Et nous revoilà sur la carte des opérations militaires et on va commencer par un acte qui pourrait être un acte de résistance, c'est comme ça que les Russes appellent ces opérations sur les industries d'armement ou les centres de livraison du matériel otano-kievien vers l'Ukraine. Donc ces petites punaises jaunes, je vous rappelle, c'est là où il y a eu ce genre d'opération de partisans, dirons-nous. Donc en Russie, on appelle ça les actes de la résistance ukrainienne. Et donc là, il y a eu en Angleterre, à 100 km à l'ouest de Londres, à Swindon, un énorme incendie, avec même une grosse explosion qui a donné un champignon sur un site industriel et qui a brûlé et explosé pendant un bon moment. Alors tout le monde se demande ce qu'il y avait dedans et les réseaux sociaux ont trouvé que, en fait, au début de l'année 2026, devrait s'ouvrir à cet endroit-là, donc sur ce site industriel, une production de drones à destination de l'Ukraine. Donc évidemment, si ça se confirme, mais pour l'instant rien n'est confirmé, ça pourrait être effectivement un acte de la résistance ukrainienne. On rebascule maintenant précisément en Ukraine et en Russie pour analyser les frappes dans la profondeur. Donc il y a eu pas mal de frappes dans la profondeur. Une raffinerie à Oufa qui avait déjà été touchée a de nouveau été touchée à Salavat, mais on ne sait pas trop la nature des dégâts. Il y a eu une grosse attaque dans Moscou et à l'ouest de Moscou, dans la région d'Insovo notamment, donc par des drones otano-kieviens qui ont tous été abattus. Donc ça n'a pas eu de résultat sensible. En revanche, grosses opérations contre la Russie toujours, du côté de Sébastopol et du côté de Novorossiysk. Alors, ce qui a été visé, en tout cas là où les drones ont attaqué, ce sont des installations civiles, notamment un sanatorium en Crimée où il y a eu plusieurs morts et blessés, y compris des enfants. Et puis, grosse attaque également à Novorossiysk. Donc là, il y a eu à la fois une attaque par des drones aériens, mais également des drones marins. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un échec complet, puisque aucun navire ou installation portuaire à Novorossiysk n'a été touché. Je rappelle, Novorossiysk, c'est là qu'est basée maintenant la flotte russe, puisque c'est trop dangereux de la laisser à Sébastopol. Donc c'est à partir de là, notamment, qu'elle tire les salves de missiles, les frégates lance-missiles, qui tirent les calibres sur le territoire otano-kievien. Et d'ailleurs, aucune de ces frégates n'a jamais été touchée par les attaques otano-kieviennes. Donc là, visiblement, ce que voulait faire l'OTAN, l'Angleterre plus précisément, c'est d'essayer de pouvoir toucher un navire russe pour pouvoir organiser un plan marketing pour expliquer que l'Ukraine contrôle la mer Noire. Et là, c'est l'échec complet. Donc en plus, les drones qui sont envoyés, les drones marins, désormais coûtent assez cher. C'est entre 200 et 300 000 $ le drone. Et là, il a été abattu, comme on le voit sur ces images, par un drone aérien Lancet, donc qui coûte quelques milliers de dollars. Donc là, le rapport coût-performance est largement du côté des Russes. Et ça fait d'ailleurs très longtemps que les otano-kieviens n'ont pas réussi à toucher un bateau ou une installation navale militaire russe. Alors il y a eu un drone sous-marin, une espèce d'énorme torpille qui était présentée dans un stade à Kiev, mais on ne sait pas trop si c'est là aussi du marketing ou si c'est la réalité, sachant que normalement, si on a une arme comme ça, on la présente une fois qu'on l'a utilisée pour bénéficier de l'effet de surprise. Et là aussi, c'est très caractéristique du fonctionnement otano-kievien privilégiant le marketing à l'efficacité. Les Russes aussi continuent à frapper dans la profondeur. Ils ont frappé dans la zone industrielle de Dniepro. Ils ont frappé également du côté de Kiev et également dans la région de Tchernigov, à Goncharovskoye, ici. Et ils ont tapé un centre d'entraînement, vraisemblablement, otano-kievien, et ça fait très mal. Encore, c'est pareil, l'amateurisme, toujours croissant dans l'armée ukrainienne, qui expose ses soldats à des frappes russes dans la profondeur. Rejoignons maintenant la ligne de front. On va le faire aujourd'hui du nord vers le sud. Donc les Russes continuent à pousser dans la ville de Volchansk à cet endroit-là. La progression également est confirmée à cet endroit-là. Aujourd'hui, c'est officiel. Les Russes ont pris Odranoe à cet endroit-là.
Sur Kupiansk, les nouvelles sont contradictoires. Vous avez d'un côté les cartographes un peu de tous les bords qui annoncent une avancée de l'armée russe à l'intérieur de la ville de Kupiansk, et vous avez toujours Yuri Podolaka qui dit que c'est beaucoup moins bien parti que certains le prétendent, et qu'au contraire, les Russes risqueraient de se faire attaquer par l'Ouest pour essayer de créer un chaudron à cet endroit-là. Donc je vous livre les choses telles qu'elles sont pour l'instant. Je n'ai pas d'idée arrêtée. En tout cas, les combats continuent très fortement à Kupiansk. Plus au sud, les Russes continuent à consolider leur position dans la perspective de la future et troisième bataille de Liman. Donc là, on voit les Russes ont complètement nettoyé Chandrigolovo à cet endroit-là. Ils ont commencé à prendre pied dans le visage de Novoselovka ici, donc ce qui leur ouvrirait l'accès vers la rivière Oskol et vers Izium. Alors ce qui est intéressant, si vous vous souvenez, en 2022, les Russes avaient progressé dans cette zone-là en arrivant par le nord et avaient pris Izium avant de prendre Liman. Et là, finalement, c'est l'inverse, c'est-à-dire que la prise de Liman et le contrôle de cette zone au nord de la rivière Donetsk leur permettra en principe de relancer la troisième bataille d'Izium, mais là on parle de quelque chose qui arriverait dans quelques mois. Mais ce qui est clair, c'est que là, la bataille de Liman, elle, est imminente, puisque rien ne semble devoir arrêter la progression des Russes qui continuent à nettoyer la forêt de Serebianka à cet endroit-là. Les Russes avancent également au nord de Seversk, dont on voit clairement qu'ils ont l'intention de l'encercler, donc ils se sont emparés des hauteurs à cet endroit-là. Le village de Doronovka devrait tomber prochainement, et à partir de là, évidemment, c'est le contrôle de cet axe d'approvisionnement par les drones russes qui devient possible. Et là, ça devient problématique pour Seversk, qui, rappelons-le, en plus, est dans une cuvette. Donc là, les Russes sont en train de réaliser un encerclement quasi parfait. Plus au sud maintenant, même si la libération complète de Klebanbouk n'a pas été confirmée, l'état-major russe a annoncé que, en fait, il y avait 800 soldats otano-kieviens ici, compris des unités d'élite de style Azov, et qu'ils avaient été totalement liquidés. Donc là, pareil, incompétence ou indifférence finalement de l'état-major otano-kievien vis-à-vis des soldats, et au lieu de leur donner l'ordre suffisamment à temps de dégager, on les laisse se faire enfermer et détruire. Les Russes se sont emparés de la localité de Plechovka à cet endroit-là, ce qui va leur permettre de préparer leur assaut vers Konstantinovka. Plus à l'ouest maintenant, là aussi, les avis divergent. Donc là, j'ai mis les positions les plus optimistes pour l'Ukraine. Donc d'après certaines sources, les Ukrainiens, donc ça on l'avait dit la dernière fois, se seraient emparés de Pankovka, seraient entrés dans Mayak et seraient entrés dans Novotoretsk ici. C'est pas certain, mais voilà. Donc l'idée, ce serait toujours d'isoler les Russes qui ont réussi à percer il y a un peu plus d'un mois à cet endroit-là pour en fait faire un chaudron. Mais là, contrairement à Kupiansk, quelqu'un d'aussi pessimiste naturellement que Yuri Podolaka ne se montre pas particulièrement inquiet. A priori, on serait plutôt en train d'assister à une tactique que les Russes ont déjà adoptée à plusieurs endroits lorsqu'il y avait des grosses contre-offensive otano-kievienne avec beaucoup d'unités, et c'est le cas dans cet endroit-là où ils voient que l'armée otano-kievienne ne recule pas devant les moyens. Eh bien, c'est d'attirer le maximum de troupes possible pour pouvoir en détruire le plus possible en leur donnant l'illusion d'une victoire possible. C'est ce qu'on avait vu notamment au moment de la contre-offensive otano-kievienne du côté de Kotlino et Udachno. Et finalement, quand les Russes ont décidé de sonner la fin de la partie, eh bien, toutes ces troupes qui ont été mobilisées ont été chassées. Donc c'est peut-être ce scénario-là. En tout cas, ce qui est clair, c'est que les otano-kieviens jouent gros pour leur réputation, puisque si jamais ils arrivaient à faire un chaudron à cet endroit-là, ce serait la première fois depuis le début qu'ils réussissent une manœuvre tactique un peu complexe. Voilà, donc on va suivre ça. Je pense qu'on aura le dénouement de toute manière de cette opération d'ici 1 ou 2 semaines. Du côté de Pakrovsk, les Russes avancent bien. Alors comme je n'ai pas de certitude sur la ligne de front à cet endroit-là, je préfère la laisser en arrière. Ce qui est clair, c'est que la tentative de contre-offensive qui avait été lancée par les Ukrainiens, pareil, leur a coûté des troupes pour rien et qui finalement se sont fait encercler et exterminer. Les Russes en tout cas se rapprochent de Mirnograd par l'est. Les Russes aussi consolident leur progression vers Pakrovsk. Ils ont pénétré la zone industrielle au nord de la ville, ce qui leur permettrait de définitivement bloquer l'approvisionnement de la ville. Et donc là, on ne parle même plus de contrôler avec des drones, mais c'est un contrôle physique des routes d'approvisionnement. Donc les choses vont bien dans ce sens-là également. Les Russes aussi progressent au nord de cette ligne de front-là, mais ce n'est pas encore très clair. Plus au sud, les Russes continuent leur poussée dans la région de Dnepropetrovsk et dans la région de Zaporozhye, comme on le voit ici. Ils se sont encore emparés, ou ont fini de s'emparer de plusieurs villages. C'est le cas de Berezovo ici, de Kalinovskoye à cet endroit-là. Et du côté de Stepnogorsk, là aussi les Russes avancent à l'intérieur de la ville. Voilà, j'enlève la ligne de front de la dernière fois.
Voilà où nous en sommes le jeudi 25 septembre 2025. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous inscrire sur tous nos réseaux sociaux, hein, parce que évidemment la censure ne va aller qu'en s'accentuant à la fois en Europe en général et en France en particulier. Venez nous voir à Moscou. Pour cela, prenez des cours avec Logios Online, notre partenaire. Voilà. Et puis, en tout cas, les nouvelles sont bonnes sur tous les plans économiques, diplomatiques et militaires. Donc tenez bon, courage, on les aura.